La main tremble, marquée par la brûlure. Dans ce laboratoire de fortune, un homme mélange des comprimés, une lueur froide éclairant son visage tendu. Le son de la verrerie résonne dans le silence. Des fioles fument, l'air est lourd, presque irrespirable. Dehors, la lumière du jour tranche avec cette obscurité. La police scientifique est là, dans une pépinière, à collecter des indices au milieu des plantes. Les rubans jaunes flottent au vent. Un peu plus loin, adossé à sa voiture, je suis là. Manu. J'observe la scène, les bras croisés. Frustré. Les oiseaux chantent, le vent souffle, mais tout ce que j'entends, c'est le silence de cette enquête. Une impasse. Mon regard est attiré par un détail, une empreinte partielle sur un pot de fleurs. Une trace infime, presque effacée par la poussière. Plus tard, mon collègue Alex me rejoint. Rien. Pas une caméra, pas un témoin. Le voleur est un fantôme. Sa voix est grave. On est dans le brouillard le plus total. De retour au commissariat, le tableau d'enquête est notre seul horizon. Des photos de plantes volées, des noms, des lieux. C'est maigre. Je griffonne des hypothèses, des pistes qui ne mènent nulle part. À côté de moi, Alex soupire. L'ambiance est électrique. Mes mains trahissent ma nervosité, je n'arrive pas à rester en place. La musique dans ma tête est un tambour sourd et incessant. Soudain, un flash. Je revois la scène, ou plutôt, je l'imagine. Une silhouette se déplaçant dans la serre, la nuit. Des gants. Un mouvement rapide, précis. Le voleur savait exactement ce qu'il cherchait. Puis l'image s'efface. Je reviens à moi, au milieu du bureau. Je murmure, pour moi-même, ça ne colle pas. Quelque chose cloche dans ce vol. Ce n'est pas juste une histoire de plantes rares. Il y a autre chose, une pièce manquante. Le regard fixé sur le tableau, je sens que la clé est ailleurs. Et pendant que nous piétinons, l'histoire prend une autre tournure, à quelques kilomètres de là, dans la salle de rédaction d'un journal. Dans les bureaux du Midi Libre, la lumière des néons est agressive. Marc, un journaliste, tend un dossier à sa rédactrice en chef, Sophie. Son visage est marqué par l'inquiétude. Il a une histoire, une grosse histoire. Mais Sophie secoue la tête. C'est trop dangereux, Marc. On ne publie pas. La tension est palpable entre eux. Il insiste, sa voix monte d'un cran. On parle d'un trafic qui gangrène la ville. On doit en parler. Mais elle reste inflexible. Non. Point final. Furiex, Marc claque la porte. Dehors, sur le balcon, il allume une cigarette, son regard perdu sur les lumières de la ville qui s'éveillent au crépuscule. La frustration le. Il ne peut pas laisser tomber. Plus tard, dans la pénombre de son appartement, seul le tic-tac d'une horloge brise le silence. Il relit ses notes encore et encore. Des noms, des lieux, des chiffres. Tout tourne autour d'un trafic de stéroïdes. Et un nom revient souvent, Nathanaël. Au même moment, une caméra de surveillance discrète filme un jeune homme retirant une grosse somme d'argent à un distributeur. C'est lui. Nathaniel. L'image est granuleuse, capturée à la volée, mais elle est suffisante. Cette transaction n'a pas échappé à notre vigilance. De retour au commissariat, Alex zoome sur l'écran de son ordinateur. J'ai quelque chose, Manu. Un retrait suspect. Le compte appartient à Nathanaël Vasseur. Connu pour des petites histoires, mais rien de bien méchant. L'information fait tilt. On rassemble les pièces. Le vol de plantes spécifiques, connues pour leurs propriétés chimiques. Un jeune homme qui retire beaucoup d'argent liquide. L'hypothèse prend forme, et si le vol à la pépinière était lié à un trafic plus large? Un trafic de produits dopants fabriqués artisanalement? La salle de sport que fréquente Nathanaël devient notre nouvelle cible. Le commissaire est briefé, il nous donne le feu vert. Allez-y, discrètement. Je prends le dossier de Nathanaël. Je fais défiler ses contacts sur mon téléphone de service, à la recherche d'un lien, d'une connexion. Et là, mon souffle se coupe. Un nom s'affiche sur l'écran. Un numéro que je connais trop bien. Rebecca. Ma Rebecca. Mon regarda si fige. Le monde autour de moi disparaît. La musique s'arrête. Il y a plus que ce nom sur l'écran et le bruit sourd de mon cœur qui martèle ma poitrine. Comment est-ce possible? Pourquoi son numéro est-il dans le téléphone de ce type? Les questions se bousculent, mais aucune réponse ne vient. Seulement un vide glacial qui s'installe. Cette enquête vient de devenir personnelle. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si vous voulez connaître la suite et découvrir ce qui lie Rebecca à cette affaire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez, et on se retrouve très vite pour la prochaine partie. Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite tant attendue de notre série, avec la 3e partie de l'arc narratif entre Rebecca, Eve et Manu. Les tensions sont à leur comble, les cœurs sont lourds, et les décisions à prendre pourraient tout changer. Merci d'être fidèles au rendez-vous. Installez-vous confortablement, et plongeons sans plus attendre dans les scènes 25 à 36. On retrouve Rebecca chez elle, dans une ambiance feutrée, presque suspendue.
La lumière douce de fin de journée caresse les meubles, mais l'atmosphère est lourde. Soudain, le silence est rompu. Son téléphone vibre sur la table basse, encore et encore. Le nom, Eve, s'affiche sur l'écran. Rebecca le regarde, le cœur battant. Chaque vibration est comme un écho à ses propres tourments. Décrocher? Ignore? Chaque option semble être une trahison. Une trahison envers Manu, envers Eve, ou peut-être envers elle-même. Son pouce survole l'écran, hésitant. Elle sait que cet appel n'est pas anodin. C'est le poids de leur histoire commune qui vibre à travers ce petit objet technologique. Finalement, avec un soupir qui en dit long, elle accepte l'appel et porte le téléphone à son oreille, se préparant au pire. Allô? Sa voix est à peine un murmure. De l'autre côté du fil, la voix d'Eve, toujours si familière, si douce. Rebecca? C'est moi. Un silence s'installe, un silence chargé de non-dits, de regrets. Rebecca ferme les yeux, cherchant ses mots. Comment expliquer le chaos qui règne dans sa vie, dans son cœur? Eve, commence-t-elle, la voix brisée. Je ne sais pas quoi dire. La conversation est tendue, chaque mot est pesé. Rebecca se lève, fait les 100 pas dans son salon, comme si le mouvement pouvait apaiser son esprit. C'est compliqué avec Manu, lâche-t-elle enfin. C'est un euphémisme, mais c'est tout ce qu'elle peut offrir pour le moment. C'est compliqué. C'est un champ de ruines. C'est un cœur partagé en deux, et chaque moitié saigne. À l'autre bout de la ligne, Eve écoute sans interrompre. Elle est assise dans son propre appartement, le téléphone serré contre son oreille. On imagine son visage, habituellement si lumineux, empreint d'une tristesse infinie. Elle ne pose pas de questions, elle ne juge pas. Sa réponse est d'un calme désarmant, une oasis de paix dans le tumulte de Rebecca. Je sais. Je comprends. Ces quelques mots, prononcés avec une sincérité touchante, sont à la fois un réconfort et un poignard pour Rebecca. Eve comprend. Bien sûr qu'elle comprend. Elle vit la même douleur, de l'autre côté du miroir. Cette compréhension mutuelle ne fait que souligner la complexité inextricable de leur situation. Elles sont à la fois rivales et alliées, unies par le même amour et la même peine. L'écran pourrait se diviser en deux, nous montrant ces deux femmes, si proches et pourtant si lointaines, connectées par un fil invisible et fragile. Après avoir raccroché, Rebecca reste immobile au milieu de son salon. Son regard se pose sur une photo encadrée sur une étagère. Une photo d'elles trois. Eve, Manu et elle. Un souvenir d'un temps plus simple, d'un bonheur qui semble aujourd'hui si lointain, presque irréel. Il sourit, insouciant. La lumière de l'été les baigne. C'était avant que les sentiments ne s'en mêlent, avant que les choix ne deviennent des sacrifices. Une larme roule sur sa joue alors qu'elle caresse le verre froid du cadre. Cette photo est un testament de leur amour, mais aussi le symbole de leur tragédie. Comment en sont-ils arrivés là? La question flotte dans l'air, sans réponse. C'est à ce moment que Charles entre dans la pièce. Son arrivée brise la bulle mélancolique de Rebecca. Il est son associé, l'encre de sa vie professionnelle. Il la voit, le regard perdu, mais il ne commente pas. Il est pragmatique, direct. Rebecca? Tu as des nouvelles pour le cabinet? On doit prendre une décision. Sa voix est neutre, mais elle ramène brutalement Rebecca à la réalité. Le travail, les responsabilités, un monde qui continue de tourner alors que le sien s'est arrêté. Le dialogue qui s'ensuit est léger en apparence, mais une tension sous-jacente est palpable. Elle essaie de se recomposer, d'adopter un ton professionnel. Oui, Charles, ne t'en fais pas. Je vais appeler l'avocat demain. Mais ces mots sonnent faux, même à ses propres oreilles. Un silence gêné s'installe entre eux, seulement comblé par le bourdonnement monotone du ventilateur de plafond. Charles la regarde, un mélange d'inquiétude et d'impatience dans les yeux. Il sent bien que quelque chose ne va pas, mais il ne pousse pas. Il sait que la frontière entre le professionnel et le personnel est parfois floue avec elle. Rebecca sent son regard sur elle et se sent encore plus mal à l'aise. Elle se redresse, essayant de paraître plus assurée qu'elle ne l'est. JETE promet, Charles. Demain, à la première heure, j'appelle l'avocat. C'est réglé. Elle affiche un sourire forcé. Son visage est un masque de détermination, mais ses yeux trahissent la tempête intérieure. Charles finit par hocher la tête et quitte la pièce, la laissant de nouveau seule avec ses pensées. Dès que la porte se referme, le masque de Rebecca tombe. Elle laisse échapper un long soupir d'épuisement, un son qui vient du plus profond de son âme. Elle s'effondre sur le canapé, le regard perdu dans le vide. La caméra reste fixe sur elle, alors que la lumière déclinante de l'après-midi crée de longues ombres dans la pièce. Elle est seule, écrasée par le poids de ses choix, de ses amours, de ses mensonges. Le monde extérieur, avec ses cabinets d'avocats et ses décisions professionnelles, semble si dérisoire face au cataclysme de sa vie intime. Elle est à un carrefour, et chaque chemin semble mener à une nouvelle forme de douleur. Pendant ce temps, la scène change. On retrouve Eve, chez elle. L'ambiance est intime, presque tamisée. Elle n'est pas seule. Manu est là. Elle vient de raccrocher avec Rebecca, et le poids de cette conversation flotte encore dans l'air. Elle se tourne vers Manu, son visage un livre ouvert.
Elle lui raconte son appel, sans phare, sans rien omettre de la détresse qu'elle a sentie dans la voix de Rebecca. Elle lui parle de la difficulté, du « c'est compliqué », de ce sentiment partagé d'être dans une impasse. Manu écoute attentivement, son expression est grave. Il ne l'interrompt pas, la laissant vider son sac, conscient que sa propre réaction est cruciale. Après un long moment de silence, Manu prend la parole. Sa voix est basse, empreinte d'une sincérité désarmante. « Je sais que c'est dur. Pour elle, pour toi, pour moi aussi. » Il marque une pause, cherche ses mots, comme s'il formulait une pensée pour la toute première fois. « J'y ai beaucoup pensé. À nous trois. » Il la regarde droit dans les yeux, et ce qu'elle y lit la surprend. Ce n'est ni de la colère, ni du ressentiment. C'est une forme de résignation, mais une résignation active, un choix. « Je crois que je veux essayer. » dit-il. Essayer d'accepter. Vraiment. Accepter notre histoire. Notre histoire à trois. Ces mots sont comme un baume sur le cœur d'Ève. Un sourire timide, puis éclatant, illumine son visage. C'est plus qu'elle n'aurait osé l'espérer. Sans un mot, elle se lève et le prend dans ses bras. C'est une étreinte qui veut tout dire, le soulagement, la gratitude, l'espoir qui renaît. La caméra pourrait tourner doucement autour d'eux, capturant ce moment de grâce, de réconciliation fragile. La musique, douce et porteuse d'espoir, souligne l'émotion de la scène. Pour la première fois depuis longtemps, un futur semble de nouveau possible. Un futur différent, non conventionnel, mais un futur où l'amour, sous toutes ses formes, pourrait avoir sa place. Pourtant, alors qu'Ève le serre contre elle, le visage enfoui dans son cou, le regard de Manu reste songeur, fixé sur un point invisible au-delà d'elle. Il lui rend son étreinte, mais quelque chose dans son attitude suggère que la bataille n'est pas encore gagnée. Accepter avec l'esprit est une chose, mais accepter avec le cœur en est une autre. Quand ils se séparent, il lui offre un sourire rassurant, mais ses yeux ne sourient pas tout à fait. Il se détourne ensuite et se dirige vers son bureau. Un geste anodin, mais qui semble lourd de sens. Il s'assied et allume son ordinateur. La lumière bleutée de l'écran se reflète sur son visage, chassant la douceur du moment précédent. La tension, qui s'était un instant dissipée, revient brutalement, plus forte encore. Que cherche-t-il? Que va-t-il faire? Le doute s'installe à nouveau, laissant le spectateur en suspens, avec ce sentiment que le calme n'était qu'une trêve avant la prochaine tempête. Et voilà, c'est la fin de cette analyse. Que de rebondissements, que d'émotions. Manu est-il vraiment sincère? Que cache son retour à l'ordinateur? Et Rebecca, comment va-t-elle gérer la pression de tous les côtés? Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires, vos théories m'intéressent énormément. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et bien sûr, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci mille fois pour votre soutien, et je vous dis à très bientôt. Début de la narration, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de votre série préférée. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un drame passionnel avec la 4e partie, entièrement consacrée à Elisabeth et à la montée de sa jalousie. Accrochez-vous, ça va être intense. On commence ce matin, dans la cuisine au ton chaud de la colocation. Alain, tout sourire, parle à Flore du fameux dîner qu'il organise en l'honneur de Clémence. Il est plein d'enthousiasme, imaginant déjà une soirée parfaite. Plus tard, quand il en parle à Elisabeth, l'ambiance change radicalement. Dans leur intérieur impeccable, elle refuse, net. Son regard est glacial, sa voix tranchante. Pour elle, c'est non. Il n'y aura pas de dîner. La tension est déjà palpable. Pendant ce temps, loin des conflits urbains, on retrouve Ludo et Élodie à la ferme. Sous un soleil radieux, ils travaillent dans une ambiance joyeuse et complice. Le cadre est idyllique, tout respire la sérénité. C'est alors qu'Axel arrive, demandant un petit coup de main à Ludo. La scène est naturelle, fluide. Élodie, témoin de leur complicité, ne peut s'empêcher de taquiner gentiment Ludo sur sa nouvelle relation naissante. Elle le félicite, un grand sourire aux lèvres. Ludo, un peu pris au dépourvu, esquisse un sourire gêné, un peu timide. Un petit silence s'installe, seulement troublé par une légère brise qui souffle dans les champs. C'est une parenthèse de douceur avant la tempête qui se prépare ailleurs. Retour en ville. C'est le premier jour de Clémence à l'hôpital. L'endroit est lumineux, l'ambiance est optimiste, pleine de promesses pour ce nouveau départ. Alain, fidèle à lui-même, passe la voir pour la saluer et l'encourager. La scène est douce, conviviale. Il lui confirme avec un grand sourire qu'il sera bien présent au dîner organisé pour elle, malgré les réticences qu'on devine. Leur échange est simple, amical, mais chaque mot semble être une braise jetée sur le feu de la jalousie d'Elisabeth. Et justement, parlons d'Elisabeth. On la retrouve dans un intérieur chic et élégant, en pleine conversation avec sa confidente, Muriel. La musique se fait plus tendue, presque dramatique. Elisabeth ne peut plus contenir sa colère. Elle se confie, avouant à quel point l'arrivée de Clémence et l'attitude d'Alain la rongent de l'intérieur. Son regard est intense, sa voix tremble de rage contenue.
Elle est persuadée qu'Alain est sous le charme de cette nouvelle venue. Muriel, en fine stratège, lui donne un conseil inattendu, elle doit aller à ce dîner. Mais pas pour faire de la figuration. Non, elle doit y aller pour briller, pour éclipser tout le monde et marquer son territoire. C'est un jeu de pouvoir qui se met en place. D'abord hésitante, Elisabeth finit par accepter, à contre-cœur. La caméra s'attarde sur son visage, marquant une pause dramatique. La décision est prise. La guerre est déclarée. Le soir tant attendu est enfin là. À la colocation, l'ambiance est festive. Les couleurs sont chaudes, on entend des rires, une musique légère flotte dans l'air. Flore et Alain ont tout préparé pour accueillir leurs invités. Et puis, la porte s'ouvre. C'est l'entrée spectaculaire d'Elisabeth. Elle arrive, un magnifique bouquet de fleurs dans une main, une bouteille de champagne de luxe dans l'autre. La scène est filmée au ralenti, chaque détail est magnifié. Elle est sublime, déterminée. Mais l'effet n'est pas celui escompté. Un silence gêné s'installe instantanément. Tous les regards se tournent vers elle, la tension est à son comble. La caméra zoome lentement sur les visages, captant l'inconfort général. Tout au long de la soirée, malgré ses efforts, Elisabeth sent qu'elle n'est pas à sa place. Flore, l'hôtesse naturelle, rayonne de simplicité et de chaleur, tandis qu'Elisabeth, dans sa sophistication calculée, semble s'effacer, presque invisible. Le contraste entre les deux femmes est saisissant. Alain, pris entre deux feux, observe la scène, visiblement mal à l'aise. Il sent le malaise, mais ne sait comment réagir. Elisabeth, quant à elle, arbore un sourire de façade, un masque parfait qui cache à peine son regard froid et sa frustration grandissante. La soirée touche à sa fin. C'est le moment du toast. Alain lève sa coupe de champagne pour porter un toast à Clémence, à son nouveau départ. Les verres s'entrechoquent dans une lumière chaude et festive. Mais Elisabeth ne regarde pas Clémence. Elle fixe Alain. Un regard noir, intense, lourd de reproches. Un zoom lent sur son visage nous fait comprendre que la soirée est loin d'être terminée pour eux. Et en effet, de retour dans leur appartement, la nuit est tombée, et le masque d'Elisabeth tombe avec elle. La façade s'effondre pour laisser place à une explosion de jalousie. Les éclats de voix résonnent dans le silence de la nuit. Elle l'accuse, crie sa douleur et sa colère. Alain, désemparé, tente de la calmer. Sa voix est émue, il essaie de trouver les mots justes, de la rassurer, mais rien n'y fait. Elisabeth est enfermée dans sa conviction. Inlassablement, elle répète la même phrase, comme un mantra douloureux. Elle te plaît, avoue-le. Elle te plaît. La tension est à son paroxysme. Unsilence Lord Essenstall, peasant, insubordinable. Et l'écran devient noir. Quel épisode! La tension monte crescendo et on se demande tous comment Alain et Elisabeth vont pouvoir surmonter cette crise. La suite s'annonce explosive. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu. De vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de la suite et de nous dire en commentaire ce que vous pensez de la réaction d'Elisabeth. On se retrouve très vite pour le prochain épisode. À bientôt. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série narrative. On entre directement dans le vif du sujet avec la 5e partie, Révélation croisée. Accrochez-vous, ça va secouer. Super, Alice, on Why Virginia. On retrouve Manu, notre détective privé préféré, les yeux rivés sur son écran d'ordinateur. La nuit est tombée, seule la lumière bleutée de l'écran éclaire son visage concentré. Il est en pleine session de stalking numérique, mais pour la bonne cause, bien sûr. Il cherche des informations sur Rebecca. Qui est-elle vraiment? Quel est son passé? Chaque clic de souris résonne dans le silence de son bureau, chaque page web chargée est un pas de plus vers une vérité qu'il sent à portée de main, mais qui lui échappe encore. Il parcourt les réseaux sociaux, les archives en ligne, les forums oubliés. Rien de concluant. Juste des bribes, des fragments de vie qui ne forment pas une image cohérente. C'est frustrant, il le sent. On le sent avec lui. Il passe une main lasse sur son visage, les cernes se creusent. Cette affaire le consume. Sodane, son regard si fige. Un nom. Nathaniel. Un nom qui apparaît à côté de celui de Rebecca dans un vieux registre numérique d'une association. Un lien improbable, sorti de nulle part. L'adrénaline monte d'un coup. Il clique, ouvre le dossier. Les informations sont cryptiques, mais le lien est là, indéniable. C'est comme trouver la pièce manquante d'un puzzle qu'on croyait impossible à terminer. Nathaniel et Rebecca. Qu'est-ce que ça signifie? Son esprit s'emballe, les théories fusent. Il sent qu'il vient de toucher à quelque chose de fondamental, un secret enfoui depuis des années. La tension est à son comble. Il zoome sur le dossier, ses yeux dévorant chaque ligne, chaque mot, cherchant le moindre indice supplémentaire qui pourrait éclairer cette connexion mystérieuse. Pendant ce temps, à des kilomètres de là, dans un tout autre décor, Marc, notre journaliste intrépide, est lui aussi devant son écran. Mais il n'est pas en train de chercher, il est en train de créer. En pleine nuit, dans le plus grand secret, il met la dernière main à son article.
Un article explosif, fruit de ses propres investigations. Il sait qu'il prend un risque énorme en publiant ça sans l'aval de sa rédaction, mais il est convaincu de tenir un scoop qui peut tout changer. D'un clic déterminé, il met l'article en ligne. Le titre s'affiche en grand sur la page d'accueil du site d'information. Le scandale éclate, les liens cachés de la famille Delcourt. Presque instantanément, les notifications commencent à pleuvoir. Partage, commentaires, like. C'est une traînée de poudre numérique. La nouvelle se répand à une vitesse folle. Marc regarde l'écran, un mélange de satisfaction et d'appréhension sur le visage. Il vient de jeter un pavé dans la mare, et il sait que les vagues n'ont pas fini de déferler. Et les vagues, elles frappent de plein fouet le commissariat. Le lendemain matin, l'ambiance est électrique. C'est le chaos. Les téléphones sonnent sans arrêt, les policiers courent dans tous les sens, les voix s'élèvent. L'article de Marc a mis le feu aux poudres. Les médias sont déchaînés, la hiérarchie est furieuse, et l'enquête est complètement chamboulée. Le commissaire crie des ordres, essayant de reprendre le contrôle d'une situation qui lui échappe totalement. L'effervescence est palpable. On sent la panique et la pression monter d'un cran. Chaque sonnerie de téléphone est comme une nouvelle alarme incendie. L'information est devenue virale et a transformé leur enquête méticuleuse en un spectacle public. Manu, lui, a vu l'article. Et il a compris. Le lien qu'il a découvert la nuit dernière prend maintenant tout son sens. Il ne perd pas une seconde. Il attrape son téléphone et compose le numéro de Rebecca. Il faut qu'il lui parle, maintenant. La conversation s'engage et dès les premiers mots, le ton est glacial. Il n'y a plus de place pour la séduction ou l'ambiguïté. C'est un interrogatoire. Manu est direct, presque brutal. Il la confronte avec ce qu'il a découvert, avec l'article de Marc, avec le nom de Nathanaël. Chaque question est une flèche, chaque silence une accusation. Il veut la vérité, toute la vérité. De l'autre côté du fil, Rebecca est dévastée. On la voit dans son appartement, baignée dans une lumière bleue et froide. Elle s'effondre. Les larmes coulent sur ses joues, mais sa voix reste forte. Elle se défend, elle nie, elle plaide sa cause. Elle parle de sa vérité, une vérité complexe, douloureuse, pleine de nuances que Manu, dans sa quête de faits bruts, ne peut ou ne veut pas voir. Elle n'est pas la manipulatrice qu'il imagine. C'est une femme brisée, prise au piège d'un passé qui la hante. Son émotion est à vif, palpable. C'est le cri du cœur d'une personne acculée, qui voit son monde s'écrouler. Elle essaie de lui faire comprendre, mais le fossé entre eux semble infranchissable. Manu écoute, mais il n'entend plus. Son visage est une pierre. La déception, la colère, peut-être même la tristesse, se mêlent en une expression impénétrable. Il a besoin de clarté, de faits, pas d'émotions qui brouillent les pistes. Sans un mot, il raccroche. Le clic final est d'une violence inouïe. Il reste là, immobile, le téléphone encore à l'oreille. Le silence s'installe, lourd, pesant. Le seul son qui le brise est le ronronnement monotone du ventilateur de son ordinateur, comme le symbole de cette machine infernale qui a tout révélé. Il est seul avec ses doutes, plus seul que jamais. Que va-t-il faire maintenant? À qui peut-il encore faire confiance? Et la solitude, le silence, c'est aussi ce qui habite Elisabeth au même moment. Mais sa solitude, elle est remplie d'une colère sourde, retenue. On la retrouve assise devant son grand piano à queue, dans le salon immense et vide de sa villa. Ses doigts courent sur les touches, mais la mélodie n'est pas douce. Elle est puissante, dramatique, presque violente. Chaque accord est une frustration, chaque arpège une rage contenue. Les jeux de lumière dans la pièce accentuent le drame. Elle est prisonnière de sa cage dorée, reine d'un royaume qui s'effrite. Elle a tout contrôlé pendant si longtemps, et maintenant, tout lui échappe. L'article de Marc, les agissements de Manu, les secrets qui remontent à la surface. Sa musique est son seul exutoire, une tempête intérieure qui se déchaîne sur l'ivoire des touches. Pendant ce temps, un autre personnage écrit, mais pas de la musique. C'est Ève. On la voit, seule, la main tremblante tenant son téléphone. Elle hésite, ses doigts survolent l'écran. Puis, elle se décide. Elle écrit un message, court, simple, mais lourd de sens. Un message pour Rebecca. On doit parler. Ces quelques mots sont une invitation, mais aussi une menace. Une porte qui s'ouvre sur de nouvelles révélations, de nouvelles confrontations. Le poids de ce qu'elle sait est devenu trop lourd à porter seule. Elle envoie le message. Le vu s'affiche presque aussitôt. Rebecca, encore secouée par son appel avec Manu, lit le message d'Ève. Son visage se décompose une nouvelle fois. C'est le coup de grâce. Elle soupire, un soupir d'épuisement total. Une dernière larme, solitaire, perle au coin de son œil et roule lentement sur sa joue. Elle sait ce que ce message signifie. Il n'y a plus d'échappatoire. Le passé, sous toutes ses formes, est en train de la rattraper. Et là, tout s'accélère. Les images se mélangent. On passe de Manu, perdu dans ses pensées au bureau, à Elisabeth, déchaînant sa fureur sur son piano, puis à Rebecca, anéantie dans son appartement. Les trois intrigues, les trois solitudes, s'entremêlent dans un montage parallèle hypnotique.
Leurs destins sont liés, leurs actions ont des conséquences les unes sur les autres, créant une toile complexe de secrets et de mensonges. La musique monte, liant ces trois scènes, ces trois âmes tourmentées, dans une même symphonie tragique. Et puis, le silence. Un dernier plan. Lent, énigmatique. On retrouve l'homme mystérieux, celui que l'on a déjà aperçu. L'homme à la main brûlée. Il est dans un lieu sombre, indéfini. Il ne fait rien, il ne dit rien. Il regarde simplement sa main, sa cicatrice. Un regard lourd, silencieux, plein d'une histoire qu'on ne connaît pas encore. Qui est-il? Quel est son rôle dans tout ça? Sa main est le symbole d'une vieille blessure, d'un drame passé qui est sans doute la clé de tout. Alors que son regard reste fixé sur sa peau meurtrie, la musique finale monte, intense, pleine de promesses et de menaces. Fondue au noir. Le mystère reste entier. Voilà, c'est la fin de cette 5e partie. Intense, n'est-ce pas? On sent que toutes les pièces se mettent en place pour un final qui s'annonce explosif. Qu'avez-vous pensé de toutes ces révélations? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos théories. Merci infiniment d'avoir regardé, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour ne surtout pas manquer la suite. Prenez soin de vous, et à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao!